Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette table ronde intitulée Traduction et intelligence artificielle, quelle place pour l'humain? Une question qui résonne avec les préoccupations de notre temps et nous invite à repenser non seulement ce que signifie traduire aujourd'hui, mais aussi notre rapport à la langue, à l'autre, au monde, ou bien pour reprendre le thème de ce salon, notre façon d'habiter le monde, de l'écouter et de l'interpréter. Notre regard sera porté particulièrement sur la traduction littéraire, puisque j'ai à mes côtés deux sommités de la traduction littéraire. Et parce que cet art se voit aujourd'hui, qui était strictement humain, se voit aujourd'hui concurrencé ou bien assisté, ça dépend des points de vue, par des outils capables de traiter en quelques secondes ce que l'humain mettrait des mois, voire des années à accomplir. Mais si les outils arrivent à traduire les mots, à aligner des phrases, à produire ou à générer des textes qui, sur la forme, semblent cohérents, qu'en est-il de ce qui excède les mots, c'est-à-dire cette part sensible, cet engagement politique et éthique du traducteur et son engagement aussi envers le texte et envers le lecteur. Donc pour éclairer ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir Madame Tiffaine Samoyau et Madame Beate Thiel. Madame Tiffaine Samoyau, dans votre parcours, vous avez tissé des liens féconds et multiples avec la traduction, que ce soit comme pratique. Vous avez participé à la retraduction collective d'Ulysse de Joyce, et vous avez aussi traduit, entre autres, l'essai de David Shulman et Charles Malamud, Ta'ayush, coexistence en arabe, journal d'un combat pour la paix, Israël-Palestine 2002-2005, ou comme objet de réflexion, et là je pense notamment à votre dernière publication, Traduction et violence, parue en 2020 aux éditions Seuil, et qui a été d'ailleurs traduite vers l'arabe en 2023 et publiée chez la maison d'édition marocaine Toubkal. Dans Traduction et violence, vous explorez, en plus de la problématique centrale du livre, qui est la part sombre de la traduction, considérée non plus comme un geste hospitalier et pacifique, mais comme une opération violente d'assimilation, d'acculturation et d'effacement. Vous explorez aussi les questions que soulèvent les mutations numériques, les mutations numériques dans le champ de la traduction littéraire. On va y revenir au cours de notre discussion. Madame Beate Thiel, votre travail de traduction est considéré depuis des décennies, plusieurs décennies. Votre travail est un véritable pan entre les littératures francophones et l'espace germanophone, parce que vous avez fait découvrir aux lecteurs allemands des voix majeures des Caraïbes, de l'Afrique et du Maghreb. Vous avez traduit notamment Édouard Glissant. Vous avez traduit 8 ouvrages d'Édouard Glissant, Patrick Chamoiseau, Chikaya Otamsi, Abdelwahab Meddeb ou encore Assia Djebbar. Et dans votre pratique, vous êtes engagé envers la circulation et la promotion de la pensée des imaginaires du Sud global. Et vous défendez une éthique de l'ouverture qu'on retrouve aussi chez Glissant. Et en naviguant dans le monde d'Édouard Glissant, ou dans la langue mouvante d'Édouard Glissant, vous tissez aussi des liens de relation entre... Je reprends le titre de Poétique de relation d'Édouard Glissant, entre les langues, mais aussi entre les espaces et les imaginaires. Okay.
Donc pour commencer, j'ai une question un peu simple. J'aimerais savoir comment vous définissez la relation aujourd'hui entre ces deux pôles ou bien ces deux acteurs, à savoir la traduction humaine et la traduction générée par l'intelligence artificielle. Madame Samoyou. Moi, je propose qu'on vienne à ce point à la fin de notre débat, parce que je pense qu'on va explorer quelques traits. Moi, je voudrais le faire dans mon intervention. Je vais montrer quelques traits pour lesquels je pense que c'est impossible que l'intelligence artificielle soit capable de les faire. Et à la fin, on pourrait peut-être parler des impossibles de... Ouais. Alors j'ai proposé que faudrait peut-être... Alors moi, je préférerais déjà montrer quelques traits dans les traductions et montrer comment on fait pour les traduire dans les œuvres et pour les traduire pour arriver à la fin à cette question. Est-ce que c'est possible que l'intelligence artificielle puisse s'occuper de ça? Oui, mais la question était comment vous définissez la relation ou bien le rapport entre la traduction humaine et la traduction assistée ou générée par l'intelligence artificielle. Non, oui. Donc, moi, je veux bien commencer par essayer de répondre à cette question. Est-ce que vous m'entendez bien là D'accord, comme ça, en tout. D'accord. Ah oui, celui-là me semble peut-être plus efficace. Il faut juste s'habituer. Voilà. Alors, la question n'est pas la différence, on la voit bien. Hein, dans un cas, on a une traduction générée par une machine. Et puis, dans l'autre, on a une activité humaine, sensible, hein, comme vous l'avez dit, pensive. Donc la différence, elle est aussi grande qu'entre un être vivant et un être non vivant. C'est-à-dire que la machine, si on y réfléchit, quelles que soient ses capacités, quelle que soit même son intelligence, on pourra revenir sur ce terme d'intelligence, mais la machine n'a pas d'existence en tant que telle, si vous voulez, au sens philosophique du terme, la machine n'a pas d'existence. Au sens où une existence, c'est, comme la définissait hier dans une table ronde, c'est Loi Lust Bulbina, c'est sortir de terre. Une existence sort d'une certaine manière de quelque part. La machine, elle ne sort pas de terre et du coup, elle ne crée pas véritablement de lien. Donc à partir du moment où on fait de la traduction l'art du lien et non pas l'art du réseau, hein, et je crois que ça, il faut essayer de comprendre cette différence entre lien et réseau, hein, parce que la machine, bien sûr, fait beaucoup de réseaux et d'interactions, mais pas du lien au sens où on a du lien avec d'autres existences ou avec la Terre ou avec des êtres sensibles. Donc là, il y a une différence qui est absolument majeure. Maintenant, avant de parler de ces différences et de la capacité, il faut bien reconnaître que la traduction fait partie des activités humaines qui est la plus et peut-être la mieux, hein, je dis ça au risque de susciter peut-être des réactions négatives, la mieux prise en charge par la machine. C'est-à-dire qu'il faut quand même bien accepter qu'aujourd'hui, dans le monde, il y a des milliards de traductions qui sont produites à chaque instant. Et qui fait que nous sommes devenus véritablement des êtres traduits. Vous vous souvenez sans doute que Salman Rushdie utilisait la formule de « homme traduit » pour définir la condition postcoloniale. Eh bien, aujourd'hui, c'est une condition d'être traduit ou d'être traduite, c'est une condition absolument partagée.
Et en plus, on s'en rend même pas compte, parce que la plupart du temps, ce sont des traductions absolument invisibles. C'est-à-dire, dès que vous allez sur Internet, dès que vous faites un achat, dès que vous vous renseignez sur un produit, dès que vous pratiquez vous-même une recherche sur TripAdvisor ou je ne sais quoi, ou que vous écrivez un commentaire, vous êtes à l'instant traduit dans quantité de langues. Donc, il faut aussi accepter ce fait et considérer que ça fait partie maintenant de notre existence. Donc, on ne peut pas juste s'en sortir en disant il faut préférer la traduction humaine. Bien entendu, la traduction humaine va conserver, et on va en parler, je l'espère, des traits tout à fait majeurs, et dont on doit se poser la question de la survie, à savoir cette question des liens, mais aussi celle, on va en parler avec Béate Thiel, de la créolisation, mais aussi celle de l'accès à la différence. Moi, j'aimerais bien vous montrer comment on peut penser de manière très, très différente, par exemple, la question de la transparence. Parce que le problème de la traduction automatique, dont les progrès, moi j'ai commencé à y réfléchir dans les années 2016, où déjà on avait des progrès considérables qui étaient obtenus par la traduction neuronale. Le début de la traduction neuronale. Mais aujourd'hui, depuis le développement massif des intelligences artificielles génératives, c'est-à-dire depuis 2022, c'est-à-dire bien après déjà, après la production de la réflexion que j'avais conduite dans Traduction et violence, eh bien la multiplication de ces intelligences artificielles génératives a évidemment considérablement fait progresser la traduction, qui fait qu'aujourd'hui les enjeux sont terribles parce que la traduction est ce qu'on appelle, et ça on va revenir là-dessus, mais ce qu'on appelle dans le grand marché mondial de la traduction, le good enough, suffisamment bonne. Et il faut bien reconnaître que 95% aujourd'hui de la traduction effectuée dans le monde s'effectue selon ce principe du good enough. Et en effet, vous avez sans doute essayé vous-même, il y a plein de moments où c'est amplement suffisant. C'est lorsque l'on doit produire un texte complexe ou littéraire, ou vraiment articulé, pensé, etc., que là, on se dit, voilà, il y a un problème. Alors, il y a beaucoup d'autres problèmes politiques, beaucoup d'autres problèmes même linguistiques, mais ça, on va y revenir. Mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, même si nous, on est plutôt spécialistes de traduction littéraire, ça me semble très important, on ne peut pas se défaire de l'enjeu, je dirais, socio-politique et technologique majeur qui représente ce tournant. Et non seulement qui fait de nous des êtres traduits, comme je le disais, mais qui fait de la traduction la nouvelle langue mondiale. Donc, on s'est plaint pendant des décennies du globish et de l'extension de la langue hypercentrale qui était un certain type d'anglais qu'on appelle le globish, parce que c'est pas l'anglais. L'anglais, il peut être parlé de 1000 manières différentes, et c'est une langue qui a la capacité à se métisser, comme d'autres langues, mais de manière assez forte. Donc, en revanche, on s'emportait contre cette extension du domaine du globish. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est que c'est la traduction qui devient la langue mondiale, puisqu'on n'a plus besoin d'apprendre les langues, puisque la machine, immédiatement, traduit la communication. Donc, dans le domaine de la communication, aujourd'hui, l'enjeu de la traduction automatique de l'IA, aidée par l'intelligence artificielle générative, c'est beaucoup le remplacement et la mort des langues. Parce que s'il n'y a plus traduction, c'est-à-dire communication entre les langues, métissage des langues, etc., eh bien, la survie même des langues est en jeu. Voilà. Donc ça me paraît quand même un point important pour commencer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de ça en écartant 95% des traductions qui sont produites aujourd'hui. Je vais quand même en revenir à ça aussi, parce que je voulais parler de ça à la fin, mais je peux naturellement aussi me dire quelques mots sur ma relation personnelle à ce problème. Moi, naturellement, aussi en Allemagne, on a déjà beaucoup fait l'expérience de l'intelligence artificielle en
en traduction littéraire aussi, mais aussi en traduction quotidienne, naturellement. Et je voulais... Et ma relation, et je ne suis pas contre. J'étais pas au début. Il y a des collègues qui ont essayé de l'appliquer. Ils ont remarqué que ça ne valait pas. Et ce que je voulais dire, c'est au fond, c'est la question, est-ce que la machine peut reproduire la conscience humaine? C'est ça le problème. Et les chercheurs en neurosciences ne savent pas si jamais une machine pourra reproduire la conscience humaine. Et ils sont pas d'accord entre eux. Il y a un débat très intéressant. Il y a eu un débat très intéressant en Grande-Bretagne avec les deux. Il y avait un grand congrès où ils se sont battus là-dessus parce qu'ils n'étaient pas d'accord. Moi, j'ai un gendre qui est chercheur en neurosciences qui dit non. Jamais la machine pourra reproduire la conscience humaine. Et je voulais montrer avec des exemples en littérature ce que c'était la conscience humaine, ouais, comment elle était vaste et difficile, et aussi pour dire à la fin, ouais, c'est comme ça que je voulais faire ma démarche. Mais j'aimerais m'arrêter à cette notion de traduction comme langue mondiale, ou bien l'autre notion que vous avez évoquée, celle d'être traduit. Et vous interrogez Madame Samoyau sur cette image frappante que vous évoquez en ouverture de votre ouvrage Traduction et violence. Et vous dites que dans un avenir très proche, nous allons voyager seuls, chacun dans sa langue, et nul besoin d'apprendre plus d'une langue pour aller à la rencontre de l'autre. Et vous évoquez aussi une oreillette qu'on peut porter et qui est capable de traduire toutes les langues. Quelle est la portée de cette image et est-ce qu'on peut voir ici un renversement ou bien une relecture du mythe de Babel? Alors, c'est évidemment une question intéressante. Donc, cette oreillette, elle est présente voilà, dans Star Trek. Hein. C'est une des utopies un peu dystopiques. Hein, bon, il faut bien reconnaître que nous sommes de plus en plus appareillés. Hein, et que cet appareillage-là est un des plus probables. Disons qu'il est presque même là, puisque avec nos téléphones, en fait, on peut tout à fait traduire un nombre de langues assez considérable. Hein. Donc cet appareillage, il n'est pas encore entièrement, disons, greffé sur notre corps. On conserve encore une petite extériorité, mais enfin on voit bien qu'elle est très limitée, enfin, que le moment où on va passer à l'appareillage n'est pas loin, hein, très probablement. Donc voilà. Alors est-ce que on pourrait s'en réjouir, on pourrait se dire voilà, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire parce qu'on a passé une partie de notre histoire humaine, hein, l'histoire de l'humanité, qui s'est construite dans cette mélancolie de la langue unique. Et donc, on a un nombre considérable de textes philosophiques, mythologiques. On a produit un nombre de réflexions considérables visant à dépasser le drame de la séparation des langues. Donc, on devrait nous dire, à nous, philosophes des langues, on devrait nous dire, mais de quoi vous vous plaignez, hein, puisque maintenant, on vous offre la possibilité de communiquer de manière universelle grâce à un petit appareil.
Alors, ça c'est intéressant, j'ai pas de réponse à ça, ça m'amuse aussi un peu d'une certaine façon, parce que on a passé son temps, même les poètes, hein, il s'agissait par la poésie de rémunérer le défaut des langues parce qu'elles sont plusieurs, comme disait Mallarmé, ou voilà, toute cette recherche aussi de la langue parfaite chez un philosophe de la traduction et des langues comme Walter Benjamin, la langue messianique, la langue adamique, tous ces rêves. Voilà. Et on se rend compte maintenant que on le touche, mais pas d'une manière mystique, mais d'une manière technologique. On se rend compte maintenant que finalement l'intérêt des langues, c'était tout le travail qu'on faisait pour essayer de rejoindre la différence et de rejoindre l'autre. Donc il y a quelque chose d'un peu paradoxal. Il faudrait prendre en charge chacun pour soi, en fait, chacun pour soi, prendre en charge cette question, parce que il y a bien quelque chose qu'on perd. Et qui est, parce que précisément cette langue technologique n'est pas parfaite, il y a quelque chose qu'on perd quand même dans la relation. J'ai une collègue traductrice, parce que moi je ne suis pas engagée politiquement contre l'intelligence artificielle, mais j'ai une collègue, Claudia Hamm, qui a fait ça depuis des années. Et elle a, en ce moment, elle déconstruit justement ce que vous aviez déjà mentionné, la façon dont parle l'industrie du numérique, la façon dont elle parle justement de l'intelligence artificielle en traduction. Qu'elle serait capable de produire un modèle de langage, ce qui n'est pas vrai parce que c'est seulement l'intelligence artificielle aligne des mots. C'est tout ce qu'elle peut faire. Elle aligne des mots dans un contexte qui est... peut-être, ouais, dans un certain contexte, selon la probabilité de l'échange, quoi. Moi je pense que... Ouais, et il y a de l'autre côté, ce que vous avez évoqué, c'est Édouard Glissant qui dit j'ai la nostalgie de toutes les langues, j'écris en présence de toutes les langues du monde. Mais lui, il dit, c'est pas nécessaire que je les apprenne toutes. Ouais. Et naturellement, moi, je vois le problème que il y a à la fin, avec l'industrie numérique, à la fin, on va dire que tout ce qui ne se fait pas au numérique, on n'en a pas besoin. C'est le it's enough. Et ça, ce serait vraiment très difficile, très grave. Et aussi Claudia Hamm a aussi dit, elle a fait un très beau texte aussi avec des Français et qui existe en français, je pense. Et elle dit que le sujet se construit chaque fois avec toutes les phrases qu'il prononce. C'est aussi... C'est pas seulement, c'est aussi sur le sujet lui-même qui se construit avec le langage qu'il a, et c'est ça ce qui est grave. C'est aussi toute l'image de l'humain change. Vous avez évoqué Glissant. Et lui, il parle de la traduction comme d'une véritable opération de créolisation ou d'un art du vertige et de la salutaire errance. En traduisant le discours entier d'Édouard Glissant pour un public germanophone, j'aimerais savoir comment vous avez fait vivre cette créolisation dans la langue allemande. Je dis toujours que je créolise la langue allemande, mais c'est plutôt dans la traduction des romans de Glissant, parce qu'il y a du créole à l'intérieur des romans. C'est-à-dire, par exemple, dans la Case du commandeur, c'est ma première traduction de roman. Et il y a dans les dialogues, il y a une phrase en créole, il y a la traduction française,
Et alors moi, dans la traduction, j'imite ça. Et je vais en parler un peu plus loin. Mais si on reste dans la conception de la traduction avec glissant, je vais juste vous donner une citation où il parle de la traduction. C'est dans l'introduction à une poétique du divers. Il dit: le traducteur invente un langage nécessaire d'une langue à l'autre, comme le poète invente un langage dans sa propre langue. Une langue nécessaire d'une langue à l'autre, un langage commun aux deux, mais en quelque sorte imprévisible par rapport à chacune d'elles. Et aussi l'imprévisible, c'est aussi quelque chose que l'intelligence artificielle ne peut pas. Ouais. Alors, est-ce que vous voulez que je me répande un peu sur le créole et la créolisation de la langue allemande? Oui, d'accord. Alors, quand on commence à traduire, il faut d'abord une analyse approfondie du texte. Et comme je reste dans la langue française, parce que vous ne comprenez pas l'allemand, je dois vous expliciter l'intention signifiante de l'original français et de mes choix en allemand. Justement, je vous donne l'exemple de mes procédés pour traduire les créolismes et le créole dans les textes de Glissant. Cette analyse approfondie se réfère d'abord au lexique. Comment rajeunir la langue allemande avec les mots du matin? C'était la question que Hölderlin se posait en parlant de ses traductions du grec. Il avait pour stratégie de prendre les mots allemands à leur racine étymologique et de mélanger ces expressions au lexique dialectal. Les langues et dialectes des régions allemandes sont encore vivants. La langue allemande est variée et multiple, ce qui peut faciliter pour une fois la tâche du traducteur. Pour créoliser l'allemand, je mélange des éléments des différents niveaux et régions de la langue. J'utilise allemande. J'utilise des expressions dialectales avec celles du langage courant, voire de la langue enfantine. Parce que tout ça, ce sont des spécificités du créole. Le créole utilise des sous-entendus, des paradoxes, des jeux de mots, et puis aussi un langage qui ressemble un peu à la langue enfantine avec des réduplications des syllabes, redoublement des syllabes, etc. Alors, j'essaie, avec mes procédés, j'essaie à imiter tout ce jeu dans la langue française en allemand. J'insère des fautes de grammaire, par exemple des formes altérées de l'imparfait. Autres outils sont les structures paraclasiques, les appositions, justement aussi les redoublements d'éléments syntaxiques, l'ellipse, l'anacolute, etc. Aussi, il y a des vocabulaires, par exemple, dans le créole, il y a un vocabulaire très souvent de la langue marine et je peux aussi utiliser ça pour faire fructifier ça en utilisant aussi des expressions de la langue marine en allemand qui sont un peu inusitées ou archaïques. En allemand, on peut jouer avec la syntaxe, qui est moins normative que celle du français.
Et c'est cela ma méthode de compensation pour les effets étrangers, parce que naturellement, dans la traduction allemande, il faut garder l'étrangeté qu'il y a dans la langue française chez Glissant. On ne peut pas la... mais d'après mon éthique de traduction, je dois observer les règles suivantes. L'essentiel est le ton. Il doit être approprié. La solution en allemand ne doit pas sonner comme le mauvais style. Parce que, ouais. Et la tension poétique doit être préservée et présente. Ouais. Je reste là. Vous avez dit que vous intégrez délibérément, ou bien vous commettez délibérément des fautes de langue pour rendre cette opacité créole en allemand. Mais est-ce que vous pensez que cela sert la lisibilité? Il ne faut pas perdre de vue la lisibilité pour le lecteur cible. Naturellement, le problème, la question de la lisibilité, c'est une grande question. Mais je pense qu'il y a aussi une éthique de la traduction qui dit le sens de la translation est la révélation d'une œuvre étrangère dans son être propre à la culture réceptrice. Et ça me dicte déjà quelques éthiques et politiques pour la traduction. Et parce que ça veut dire que je dois reproduire l'original dans toute sa texture. Avec j'en ai déjà parlé un peu de ça. Et je vais continuer avec la lisibilité, si je trouve mes notes. Hein? Tu veux dire quelque chose? Oui, on peut alterner peut-être. Non, ce qui me paraît important là, on est vraiment entré dans l'atelier de la traductrice, et avec un texte particulièrement difficile parce que qui est conscient justement de ces enjeux de différence des langues, de métissage des langues, et donc qui nécessite un effort absolument considérable dont dans l'état actuel et à mon avis sans doute jamais l'intelligence artificielle ne sera entièrement capable. Alors ça met en jeu des questions d'éthique et de responsabilité, mais qui sont aussi des enjeux qu'on doit adresser à la machine, au sens où de toute façon cette traduction neuronale ou cette traduction générée par l'intelligence artificielle, on va la voir de plus en plus autour de nous. Donc ces enjeux de responsabilité et d'éthique, on doit les prendre en charge, et je voulais signaler qu'il y a actuellement un peu dans tous les pays du monde beaucoup de réflexions sur ces enjeux, sur ces enjeux-là. Alors je vous ai apporté un peu des documents, parce qu'il y a pas mal de personnes ici dans le cadre de ce salon qui sont dans les métiers de l'édition ou de la librairie, etc. Et il y a des collectifs, par exemple de défense de la traduction humaine, ou un collectif qui s'appelle En chair et en os, qui a été mis en place en France récemment. Et ce collectif, donc il est très actif. Bien sûr qu'il défend la traduction humaine et la force de la traduction humaine pour un certain nombre de traductions, mais il rend sensible aussi aux enjeux éthiques de la traduction machinique de manière très intéressante, en informant aussi les publics sur la différence entre les différentes machines, entre traduction générée par traduction automatique neuronale ou intelligence artificielle générative. C'est pas les mêmes procédés. Il y a aussi quelque chose d'intéressant à réfléchir, me semble-t-il. Pendant très longtemps, on a défendu la traduction humaine par des arguments qui sont ceux de la qualité et de la singularité. Or, ces arguments, ils sont un peu faibles, en fait. Précisément par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur le good enough. La qualité de la traduction humaine par rapport à la traduction machinique, il y a beaucoup de gens qui vous diront que c'est à peu près pareil. Même si c'est pas vrai, même si pour beaucoup de textes c'est pas vrai, malgré tout,
ce discours-là, il est de plus en plus prenant. Donc il faut avoir d'autres arguments que l'argument de la qualité. Et il y a des arguments qui sont très importants et auxquels il faut penser. D'abord, c'est l'argument un peu technocritique. Il ne s'agit pas d'être technophobe, mais un peu technocritique parce que c'est un coût environnemental absolument considérable, la traduction, l'intelligence artificielle générative. Et ce coût environnemental, il fait partie des responsabilités qu'on a aussi par rapport à la machine. On n'a pas que des responsabilités humaines contre la machine, on a des responsabilités dans nos usages de ces technologies. Ça ne veut pas dire qu'il faut les supprimer, ça veut dire qu'il faut y penser. Et il y a aussi des enjeux juridiques. On a parlé de responsabilité, il me semble que ces enjeux juridiques doivent être aussi connus, parce que non seulement, évidemment, on entraîne la machine gratuitement avec le travail des intelligences artificielles et le travail aussi de post-édition, de correction de l'intelligence elle-même. Et là, il y a une responsabilité très forte, quelque chose d'un peu triste, c'est-à-dire que ça a été un métier souvent assez secondarisé et subalternisé, la traduction au cours des âges. Et là, il est encore, en vertu des mouvements qui font que les subalternes souvent deviennent de plus en plus subalternes, eh bien là, dans ce cas, il y a une dévalorisation très très profonde de ce métier. Qui est ramené, avec une dégradation de compétences très forte, puisqu'il est ramené à de la post-édition. Et cette post-édition, elle alimente elle-même à son tour la machine, avec des problèmes de droit d'auteur qui sont assez considérables. Parce qu'il y a une part des traductions, celles qu'on évoquait, celles qui sont faites à longueur de journée pour les sites commerciaux ou pour les réseaux sociaux, etc. Ça, c'est des traductions qui relèvent du marketing ou de l'entreprise. Mais il y a quand même toute une part des traductions qui relèvent du régime du droit d'auteur. Et de la responsabilité du droit d'auteur. Et là, il y a une reconfiguration aussi complète de ces données. Donc, je vous ai apporté, vous pouvez les garder, des tracts, des manifestes qui sont faits, qu'on trouve aujourd'hui dès qu'on va dans un festival de traduction. Il y avait en banlieue parisienne, la semaine dernière, un festival important qui s'appelle VOVF, et dans lequel toutes ces associations étaient assez actives. Alors, il y a à la fois ces tracts qui sont très intéressants à lire, et puis aussi des petites affichettes assez sympathiques. On traduit avec les tripes, on traduit avec l'esprit. Voilà. Donc, je vais faire circuler ces documents pendant qu'on continue notre discussion. Alors, moi, j'étais à la foire de Francfort en 2023, où il y avait une table ronde justement sur les expériences en Allemagne avec la traduction littéraire, avec l'IA. Et moi, personnellement, je connais des collègues, par exemple, qui ont fait la post-édition des traductions de poèmes. Alors, ils ont corrigé les poèmes que les intelligences artificielles avaient préparés, quoi. Et naturellement, c'est grave, parce que où va la poésie si c'est comme ça? Mais justement, il y a eu une recherche qui avait été faite par l'Union des traducteurs en Allemagne, c'était l'Union, ouais, et ils ont vu, et ça a été débattu sur la foire de Francfort il y a 2 ans, que ce que l'AI ne sait pas faire, c'est la continuité. C'est-à-dire, la continuité est le principe qui assure la cohérence d'une narration. C'est-à-dire, quand vous avez un père et un fils qui sont ensemble et qui font une excursion et qui se parlent, il y a une certaine façon de parler, et ça, l'IA ne peut pas. Alors, il y a toujours des fautes sur la continuité. Naturellement, il y a aussi la continuité dans les films. Parce qu'on regarde un film et on a, sans s'en apercevoir, on suit la narration du film, parce qu'il y a cela dans les images, mais dans les textes, c'est pas possible. Et il y a
et donc, en Allemagne, c'est comme ça que quand un roman est traduit par une IA, il est nécessaire qu'un correcteur relise le texte entier et le compare phrase par phrase avec l'original. Ainsi, l'IA ne fait pas gagner du temps comme prévu. Pour les traductions des belles lettres, ce n'est même pas intéressant du point de vue financier parce que la traduction ainsi produite par une intelligence artificielle et un correcteur en plus n'est pas à la hauteur d'une traduction normale, disons une traduction artisanale, parce que le travail est trop fastidieux pour la personne et c'est pour ça que les éditions allemandes ont, pas tous, et on voit beaucoup aussi de textes générés par des machines, on les voit dans les magazines, etc. Mais un bon nombre d'éditeurs allemands ont dit ça ne vaut pas le coup. Ça ne vaut pas le coup d'utiliser les machines pour traduire les romans. Oui, effectivement. Moi, j'ai plusieurs anecdotes quand même par rapport à ça. Parce que là, vous avez vu dans les documents, il y en a qui sont adressés précisément aux éditeurs, d'autres aux libraires aussi. Donc, il m'est arrivé d'acheter un livre pour mon fils sur le jeu d'échecs, sur les échecs. Et donc, c'était un livre qui avait été entièrement traduit par une machine et qui n'avait pas du tout été révisé, mais pas une seule seconde. Donc, qui était absolument illisible. Et je l'avais acheté à la Fnac, donc un grand distributeur de livres. Et ils l'ont repris immédiatement en disant qu'ils allaient le signaler. C'est-à-dire que c'était un cas tout à fait avéré. Ils n'ont même pas vérifié, ils m'ont cru sur parole. Un cas avéré de retour à l'éditeur de l'ouvrage. Mais récemment, je fais aussi de la critique littéraire pour Le Monde. Et j'avais un livre plutôt vraiment très littéraire, un éditeur suisse qui voulait faire découvrir une poétesse italophone de son pays que j'ai trouvée fascinante. Et pour accompagner, escorter la production de ce texte, l'éditrice avait donné 2 textes qui avaient été écrits sur elle. Or, ces 2 textes ont été traduits par intelligence artificielle et non relus. Je l'ai signalé dans mon article parce que j'ai quand même trouvé ça exagéré, hein, surtout dans le cas d'une édition littéraire où on souhaitait faire découvrir une poétesse. Eh bien, l'éditrice était très mécontente que je l'ai signalé et elle m'a dit vous devez vous rendre compte que quand on est éditeur, parfois on manque de temps. J'ai trouvé que c'était quand même assez gonflé hein, de se justifier de cette façon. Et voilà, je fais assez peu de critiques négatives, mais là c'était tellement criant que ça n'avait même pas été relu que voilà, j'ai été très choquée et j'étais aussi très choquée de sa défense. Hein, donc ça se généralise, même là sur des éditeurs, mais vraiment, on va dire de niche. Hein, c'est parce que le livre sur les échecs, c'était loin d'être un éditeur de niche. Mais là, je me suis dit, bon, ça veut dire qu'il faut quand même un peu être attentif partout. Et en effet, ça se voit. C'est-à-dire que ce qui se voit, même si les qualités augmentent, c'est que... et ça, on va peut-être en parler, parce qu'avec Glissant, je pense que c'est important d'arriver à ce point-là, avant d'ouvrir peut-être la discussion, mais... ce qui manque, c'est une sorte d'expérience de la langue. C'est-à-dire, Beate disait de manière très juste qu'il manque la continuité. Donc, qui est une des expériences, c'est notre rapport expérientiel à la langue, qui est en fait le rapport de notre corps avec la langue. Hein, et le corps de l'autre qu'on essaye de rejoindre, ce qu'on essaye de traduire quand on traduit de la littérature, c'est pas seulement une langue, bien sûr. C'est une langue habitée, c'est une langue dans un corps. C'est une langue dans un souffle, dans un rythme. Hein, et donc on essaye de reconstituer, c'est quelque chose d'assez fascinant, mais on ne peut pas toucher ce corps, mais on essaye de le reconstituer précisément par une rythmique, etc. Et donc le sentiment qu'on a quand on traduit, moi j'en fais l'expérience que quelquefois, quand on doit traduire des textes, des conférences, des choses comme ça, évidemment on va recourir à DeepL ou à Google Translate. Mais après le travail, comme c'est notre propre texte, le travail va être de réinfuser du corps. Ça prend parfois un temps fou, ça prend peut-être plus de temps que si on traduisait directement. Enfin, disons qu'on y arrive parce que c'est notre propre corps. Mais quand
on n'a pas celui de l'autre qui se situe dans des inflexions, dans des manières d'associer un mot et un autre, dans le fait de reprendre sous forme de refrain telle ou telle expression, même des tics de langage, toutes sortes de choses comme ça qui constituent cette matière-là, eh bien, on ne peut pas le substituer. Et donc, même la post-édition, elle est très très compliquée. Donc, on a une sorte de langue un peu neutre, un peu bizarre, un peu hors sol, qu'on lit beaucoup sur Internet aussi à longueur de journée. Et cette espèce de langue déshabitée, comme en suspension. Elle est ni sur terre ni dans le ciel, elle est ni dans le corps ni on peut pas la voilà, c'est très 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 bizarre comme sensation et c'est et je pense que ça il faut vraiment lutter parce que ça nous décorporalise aussi, c'est-à-dire que si on perd la langue dans le corps, on perd son corps, je pense en grande partie. Ouais, j'avais déjà dit ça, que le sujet se constitue par le langage, c'est-à-dire qui se constitue en parlant et, il se change quand il parle et d'une autre façon. Et ça, le sujet est aboli. Mais je voulais aussi dire, quand même, répondre à la question sur la lisibilité, parce que ça aussi, au fond, c'est une question politique. Et qui est en lien avec la question, justement avec l'IA. Parce que naturellement, les textes de l'IA sont lisibles. Ouais, mais il y a quelque chose qui manque, quoi. Sont trop lisses et sans âme. Et il y a aussi, j'ai lu dernièrement un article sur les débats dans le Parlement britannique, qui avait toujours cette grande culture du débat. Il paraît qu'ils se font écrire leur conférence maintenant par les machines. Et le trait le plus saillant est qu'il y a des répétitions et ce sont toujours les mêmes mots. Apparemment, en français, c'est méticuleux. C'est le mot le plus répété, c'est méticuleux. Alors, je vais vous dire quelque chose sur la lisibilité d'après mon avis. Le travail de la translation est politique. Les littératures provenant de l'ailleurs. Anciennement, on disait de la périphérie extra-européenne, et je dirais avec licence, les littératures du tout monde, ne sont pas écrites pour communiquer, mais pour manifester. Ainsi, la traduction d'une œuvre n'est pas un transfert simple, mais la manifestation d'une manifestation. Et en cela, elle est politique. Encore, ça revient à la responsabilité aiguë de la traductrice. Glissant lui-même, ça je l'ai déjà dit, dans le milieu littéraire européen, le travail du traducteur de ces œuvres de la périphérie, qui ne sont pas si lisibles que ça, mais qui sont en train, et ce sont des œuvres de la périphérie qui sont en train de migrer vers le centre. Le plus grand travail, c'est la persuasion. Ce n'est pas tellement la traduction, c'est la persuasion. C'est-à-dire, parfois, le traducteur doit défendre sa version mot par mot. Ce n'est pas tant un texte qui contient trop d'imprévus et ne suit pas les normes de lisibilité convenues, suscite le narcissisme culturel européen. C'est ça, c'est un narcissisme culturel qui est... ouais. Le traducteur est confronté aux résistances des gardiens des normes, qui sont les collaborateurs de l'édition, qui défendent souvent ce qu'ils imaginent être le goût et le souhait des lecteurs et ce qu'ils voient comme lisibilité, bien que c'est pas absolu, quoi. Toutes mes... ouais. Alors, ouais, je reste sur ce point.
J'aimerais tout de même réagir sur cet aspect politique de la... J'aimerais tout de même réagir à cet aspect politique de la traduction et revenir à votre ouvrage « Traduction et violence » où vous dites que la traduction n'est pas un geste hospitalier ou un geste d'accueil et de pacification, mais c'est plus, pas seulement, mais c'est plus une opération violente qui a contribué parfois à détruire une culture, des textes et des cultures entières. Qu'en est-il aujourd'hui avec l'intelligence artificielle et tout ce que vous avez évoqué, les questions de standardisation de la langue, d'homogénéisation et voilà. Oui, attention, j'ai pas dit que la traduction ne pouvait pas être hospitalité, hein, au contraire, mais j'ai voulu rappeler qu'elle n'était pas que cela, hein, et que si j'ai associé ces deux termes qui apparemment paraissent un petit peu contradictoires ou antithétiques, qui sont ceux de traduction et de violence, c'est pour rappeler une part éventuellement négative de la traduction comme effacement de l'autre, hein. C'est-à-dire que autant la traduction, quand elle est pratiquée, comme nous l'explique Beate, avec cette conscience de la responsabilité de la traductrice à l'égard de la voix de l'écrivain, de sa langue, de ses particularités, autant là, elle est parfaitement hospitalière, autant elle a pu être un accompagnement parfait des entreprises coloniales d'effacement des cultures, hein. Donc on le sait très bien, ça a fait partie de ça, et donc il faut le rappeler, et donc il faut rappeler constamment que quelque chose qui peut être hospitalité, hein, comme le disait Derrida, peut être aussi hostilité. Or on avait tendance à l'oublier parce que on avait dans le dernier quart du siècle, me semble-t-il, extraordinairement valorisé la traduction comme une éthique de l'hospitalité, hein, et qu'il paraissait important de rappeler que, attention, hein, cette éthique de l'hospitalité, elle a un revers, il y a une part sombre aussi de la question de la traduction qui est inhérente à la traduction elle-même, hein, puisque la traduction, elle peut être appropriation à l'instant même où on la commence, hein. C'est-à-dire que autant son travail, quand il est bien fait, est exemplaire de l'accueil de la différence, du travail de l'expression, etc. Autant il peut être exactement l'inverse, hein, et c'est même plus facile de pratiquer l'inverse et que de faire de la traduction une pratique de l'hospitalité. Donc moi, ça me semblait important à rappeler, et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de débats autour de ça. Il y a des personnes que ça choque et qui sont éprouvées par cette idée que la traduction peut être aussi hostilité, mais néanmoins, ça me semble important de le rappeler, et surtout lorsqu'on a un débat aussi concernant l'intelligence artificielle. Et je voudrais peut-être dire quelques mots justement de quelque chose qui peut être à la fois que je dis pas dans mon livre, hein, mais auquel j'ai pensé par rapport à la question de la machine, c'est la problématique de la transparence. Et vous allez comprendre pourquoi. On peut penser à la métaphore architecturale, par exemple, des architectures de verre. Les architectures de verre, à un moment, ça a incarné l'utopie de l'architecture. Comme si c'était l'abolition des frontières avec l'architecture de verre. On abolissait le rapport entre intime et extérieur, entre dedans et dehors, etc. Donc on a vu des Crystal Palace, des grandes serres, enfin ça a couru toute l'Europe, etc. Mais ça a pu très vite aussi devenir le cauchemar totalitaire, hein, et l'architecture totalitaire, ou celle où on est regardé de partout, etc. Donc vous avez dans cette même construction, vous avez le pôle absolument positif de l'abolition des frontières et le pôle absolument négatif de la surveillance généralisée. Eh bien, la transparence en traduction, ça peut être aussi exactement la même chose. La transparence, elle peut être une sorte d'idéal de la traduction parce que on voit le texte étranger dans le miroir, hein, du texte traduit. Et là, on a cette espèce de rencontre, de transparence de l'un à l'autre, qui est cet idéal de la rencontre par la traduction. Mais la transparence, elle peut être totalement aussi effacement de l'autre, hein. Et vous avez, j'avais relevé, je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, mais j'avais relevé, il y a des métaphores de traductrices ou de traducteurs qui disent la traduction, c'est comme une porte bien vitrée, bien astiquée,
Et on voit que c'est parce qu'on ne voit plus qu'il y a une traduction, sauf s'il y a quelques petites salissures, etc. Mais la traduction idéale, c'est ça, c'est une porte vitrée bien astiquée. J'ai trouvé cette métaphore déjà au moins 3 fois. Et inversement, vous avez... Et donc là, c'est évidemment... Non seulement on efface la traduction comme traduction, et donc on efface aussi la tâche du traducteur, etc. Et donc il me semble que la traduction automatisée a aussi cet effet d'effacement et alimente une croyance qui est, à mon avis, qui est la négativité absolue de la transparence. C'est la croyance dans l'équivalence absolue des langues entre elles, hein, à l'idée que, idéalement, un énoncé correspond à un autre énoncé. Alors que politiquement, la chance, hein, et ça c'est une réponse à ce que je disais du rêve qu'on avait de la langue parfaite et finalement, voilà, le refus, enfin le désarroi devant ce qui nous est proposé, hein, c'est précisément que cette équivalence, elle prive de la rencontre, ou elle prive de ce que Glissant, et là on va se rejoindre, appelle l'opacité. Et c'est pareil, l'opacité, c'est comme la transparence. Vous pouvez avoir quelque chose de très négatif. L'opacité, c'est le refus de se montrer, ça peut être la méconnaissance de l'autre, etc. Mais quand c'est une force positive, comme le fait Édouard Glissant, qu'est-ce que ça veut dire l'opacité? C'est justement l'expérience irréductible portée par une langue, portée par des langues. Par exemple, pour le créole, c'est quoi l'opacité? C'est l'expérience de la souffrance de la langue manquante, hein, de la langue disparue, associée à la langue de l'oppression. Et la constitution d'une langue, comme ça, avec cette opacité qui est celle de l'expérience. Et précisément, ça, il faut rencontrer cette expérience pour pouvoir atteindre cette opacité. Donc ça me semble, voilà, on ne peut pas avoir un discours complètement négatif, complètement positif, mais toujours essayer de penser avec le revers, hein, de ces notions. Et je crois que la transparence et l'équivalence, par exemple, sont des grands mythes. C'est les mythes aussi du grand marché capitaliste généralisé, c'est comme la surveillance, comme tout ça, hein. Je crois qu'on doit absolument, avec la traduction, avec cette réflexion, réfléchir à ce grand mythe de la transparence auquel nous confronte la traduction machinique, mais aussi voilà, la traduction machinique, autant que si on a fait autant d'efforts pour développer ces intelligences génératives, c'est bien parce que ça sert le grand marché. Il faut quand même bien être persuadé de ça, et que la littérature, c'est une toute petite chose qui est complètement perdue dans cet océan-là, et qu'elle nous sert aussi à penser des modes de résistance, hein, même si ce sont des modes de résistance ponctuels ou ténus, etc. Mais quand même des modes de résistance à ce grand marché de l'équivalence. Oui, et je peux aussi... je pense à Patrick Chamoiseau qui a fait un nouveau livre sur l'indicible, l'inexprimable, qui serait l'objectif de toute littérature. Et ou bien, si on pense à la poésie moderne, elle essaie toujours d'y accéder par d'autres moyens. Et justement, c'est aussi ça un enjeu, que toutes ces spécificités de la littérature vont être abolies avec la machine, si on dit que ce que ne peut pas faire la machine, on n'en a pas besoin. Je veux juste, parce que j'avais dit quelque chose sur la conscience humaine, je vais vous dire un exemple sur la conscience de l'humain, qui est une citation de Abdelwahab Medeb dans Vers l'Orient, où il dit j'ai compris que j'ai 5000 ans d'âge, l'âge du désert, de la Méditerranée, de la naissance et de l'écriture, qui donne à l'esprit
l'instrument qui enregistre le sentiment, l'émotion, le subtil qui fait la conscience de l'homme. Et c'est ça qui va manquer. C'est ça, c'est exactement ça. Ouais. En parlant de la langue du texte traduit, on parle d'une troisième langue. Là, je reprends votre expression. La troisième langue, c'est une langue qui est propre au texte traduit et qui naît de cette rencontre entre la langue du départ et la langue cible. Et c'est un espace où le traducteur invente, crée et fait des choix, et fait saillamment des choix politiques, éthiques et poétiques. Comment aujourd'hui vous redéfinissez ce que Walter Benjamin a appelé la tâche poétique du traducteur. Poétique dans un sens large. Au fond, j'ai déjà répondu à cette question en lisant la citation de Glissant, parce que lui, il dit que c'est un espace entre les langues, nécessaire aux deux langues, mais imprévisible à toutes les deux. C'est ça la traduction. Je pense que c'est très bien formulé. Et moi, j'ai rien. Je pense que c'est exactement ça que je fais. Et je pense aussi que le traducteur, comme l'écrivain lui-même, il a besoin de ces moments de grâce où il y a la solution qui arrive finalement. Et c'est la même chose chez l'écrivain que chez le traducteur. Et si on a traduit, on connaît très bien ces moments. Oui, c'est vrai que la troisième langue, elle a pu être pensée de manière très très différente selon les traducteurs ou les traductologues. Pour Antoine Berman, par exemple, qui est un grand théoricien de la traduction, la troisième langue, elle est assez concrète. C'est toujours une vraie langue. C'est une langue rêvée, qu'elle soit maternelle, perdue, qu'elle soit apprise à l'école et oubliée. Donc c'est toujours une langue, il la repère chez certains traducteurs. Il dit que par exemple, voilà, pour Hölderlin, traduisant du grec, c'est le latin. Pour d'autres, ça va être, pour lui-même, hein, il dit que traduisant de l'allemand, ça va être l'espagnol, etc. Ou l'inverse. Bon. Donc lui, il localise la langue. Mais pour Glissant, par exemple, c'est pas du tout ça. Pour Glissant, la troisième langue, c'est effectivement ce qui va se produire du choc de la rencontre entre les deux premières. Et donc c'est quelque chose qui n'est pas du tout matérialisable. Parce que ça n'est même pas la langue de la traduction elle-même. C'est quelque chose qui a lieu, qui est le choc de la rencontre, qui peut être d'ailleurs très négatif, parce que ce choc de la rencontre, c'est aussi ce qui a eu lieu dans la cale pour Glissant. Donc la rencontre, ça peut être quelque chose qui est marqué par la souffrance la plus extrême et la violence la plus inouïe. Et donc, mais ce qu'il dit, c'est que même dans ce contexte-là, il y a quelque chose qui arrive et qui est de l'imprévisible. Et que c'est cette imprévisibilité-là qui se niche dans la langue et qui est ce qu'on doit traduire. Et d'une certaine manière, la troisième langue, moi je la définis un peu comme Glissant, c'est-à-dire comme quelque chose qui naît de l'expérience partagée dans les langues. C'est-à-dire qu'on va jamais rejoindre toute l'expérience de la langue qu'on traduit, mais on va faire se rencontrer sa propre expérience avec celle-là. Et de là naît quelque chose. Donc la traduction humaine, c'est pas simplement la traduction qui est faite par des humains, c'est finalement la traduction de l'imprévisibilité de l'expérience. Je dirais que c'est plutôt ça, plutôt que de simplement dire c'est parce qu'on utilise ses mains et son esprit et son cœur. Non, c'est parce que on laisse. Je pense qu'on est toutes d'accord. Hein. Oui, parce que au fond, c'est une sorte de mouvement entre les deux.
Et il faut aussi se dire que ce que Glissant a nommé relation avec un grand R, c'est aussi une tension. C'est pas juste une relation amoureuse. Au fond, c'est le contraire, parce que c'est la relation entre le maître et l'esclave qui est au début de ça. Et puis après, maintenant, c'est la relation entre les pays riches et les autres et le reste. Le reste, c'est la relation. Et il parle aussi, quand il parle de la traduction, c'est aussi une relation, comme Stephen a dit. Ouais, très bien. Et moi, comme traductrice, j'ai pas la langue toute faite. Naturellement, pour une traductrice, le plus grand travail est dans sa propre langue. Parce que c'est pas tellement qu'on essaie on peut essayer de comprendre très bien ce que l'original veut dire. Ouais. Mais alors, il faut trouver une solution dans sa propre langue. Et cette solution n'est pas toute faite. Parce que, premièrement, avec des textes comme chez Glissant, il ne faut jamais prendre une phrase toute faite. Parce que lui, il brode toujours dans la langue. Et je ne peux pas traduire ça par une phrase toute faite en allemand. Et ça aussi, c'est un grand écart avec la traduction par la machine, parce que ce ne sont que des phrases toutes faites. Et ce que je fais pour savoir où je peux aller dans la langue allemande, ce que je peux faire avec la langue allemande, parce que aussi Glissant, il maltraite le français. Quelquefois, c'est un texte saccagé, il est très rythmé, il y a des mots il y a des chamboulements de trucs incroyables. Qu'est-ce que je fais? Je regarde dans la poésie allemande contemporaine pour voir ce qu'on peut faire. Et ça me ressource beaucoup. Ouais. C'est comme ça qu'il faut travailler. Oui, peut-être pour terminer là-dessus, sur cette question de la troisième langue, je pense qu'elle peut s'apparenter à ce qu'on appelle, d'un mot peut-être un peu vague, qui est celui d'intraduisible, et que Derrida, que Glissant d'ailleurs avait beaucoup lu, disait qu'il n'était pas ce que l'on ne peut pas traduire, mais ce que l'on doit toujours s'efforcer de traduire, jusqu'à justement l'intraitable de cette expérience absolument négative, qui est celle de la relation au départ. C'est-à-dire que ce qu'on doit entendre par relation, parce que aussi bien Beate que moi en avons parlé, chez Glissant, c'est pas une relation avec quelqu'un ou entre des éléments. C'est précisément ce choc-là de la rencontre coloniale ou de la rencontre dans la cale, qui est cette expérience négative qui est une forme d'intraduisible. Et il y a une très très belle fable, à mon avis, ou allégorie de la traduction dans la poétique de la relation de Glissant. C'est un texte qui s'appelle La plage noire, et qui correspond en fait à la plage qui est devant la maison de Glissant en Martinique, sur la plage du Diamant. Et donc il voit un homme qui marche, et cet homme, il n'arrive jamais à rentrer en relation avec lui. Et il le voit faire le tour de cette plage tous les matins, de manière mutique. Il l'appelle le marcheur mutique. Et il essaye de lui faire des signes de la main pour essayer de rencontrer son attention. Et il n'y arrive pas. Il fait de cette figure du marcheur mutique une sorte d'allégorie en fait de l'intraduisible. Et il évoque à travers lui finalement toutes les personnes qui ont vécu des expériences d'oppression
et qui auraient en quelque sorte perdu leur langue, qui auraient été écrasés justement par une langue stéréotypée ou une langue du mépris. Et il dit à la fin, et dont peut-être la seule langue serait une sorte de cri, un sabir des sabirs. Et alors moi, je me suis intéressée à cette expression parce qu'elle est très paradoxale. Parce que le sabir, on le sait, c'est une langue justement très paradoxale, puisque à l'origine, elle vient du mot espagnol qui veut dire savoir, saber. Et le sabir, c'est une langue développée précisément entre l'espagnol, l'arabe, le grec, enfin une langue assez pauvre, destinée à la communication, aux échanges, etc. Et lorsqu'il utilise l'expression sabir des sabirs, sur le modèle de saint des saints, il en fait une réalité suprême, qui serait précisément celle de la langue de la révolte, de l'opprimé, qui parviendrait justement à faire entendre cette langue absolument intraduisible. Et cet intraduisible, il est marqué même dans l'expression sabir des sabirs, où on se déloge justement de l'ordinaire, de l'expression, de la communication, etc., pour arriver à cette langue sacrée du Saint des Saints. Je trouve que c'est un texte absolument extraordinaire pour comprendre ça dans la poétique de la relation. Ça me fait penser au cri, parce que c'est la première énonciation de l'esclave qui est transporté, c'est le cri. Madame Samoyou me demande de passer la parole au public, mais avant, je tiens à vous remercier pour la qualité de l'échange et puis pour votre générosité intellectuelle qui a permis ce moment d'échange. Et mais j'aimerais tout de même, avant de donner la parole au public, de vous poser une question, parce qu'on a parlé du traducteur, des éditeurs, mais on n'a pas évoqué le droit du lecteur aussi. Je pense que le lecteur peut demander la transparence sur la provenance des traductions. Et les maisons d'édition doivent mentionner si la traduction d'un roman ou d'un livre est assistée, ne serait-ce que partiellement, par une intelligence artificielle. Je pense que c'est le droit aussi du lecteur de savoir. Oui, naturellement, on ne peut rien y ajouter, c'est vrai. Ça fait partie des revendications qui sont portées par ces différents manifestes que j'ai fait circuler, mais vous avez tout à fait raison, bien sûr. Il y a aussi un droit de la lectrice et du lecteur par rapport à ces pratiques. J'invite maintenant le public à prendre part à ce débat. Ça marche, là? Oui, merci pour ce parcours, parce qu'on est quand même encore à une époque où l'intelligence artificielle, telle qu'elle commence à cohabiter avec nous, chez nous, à travers nos appareils électroniques, naturellement le téléphone et l'ordinateur, quoi. Et petit à petit, on se rend compte que... Moi, je me rappelle que quand le téléphone portable est arrivé, au début, il y avait quelques centaines de personnes qu'on pouvait voir dans une grande ville. Et puis, pratiquement du jour au lendemain, tout le monde était plongé là-dedans. Et c'est vrai que ça a créé un monde complètement différent, dans les rues, dans les autobus, etc. Moi, je me posais une question qui commence à prendre forme, d'ailleurs, parce que je suis un béotien, je n'y connaissais rien, et ça fait que très peu de temps que j'ai intégré, que j'ai dans mon computer. D'ailleurs, ça s'est greffé tout seul. Un jour, je me suis rendu compte que j'avais ChatGPT et Copilot, etc. Et donc, un jour, je ne sais pas par comme on dit chez nous, les Algériens, on dit Darbni Samado.
j'ai été pris d'une sorte de coup comme ça. Il faut aller voir ce que c'est. Et donc, j'y suis allé. Et il y a un ChatGPT qui est gratuit. D'ailleurs, je ne suis pas encore abonné au système le plus développé. Et alors, en vous écoutant, alors il y a 2 questions qui me sont venues. L'une, Béate a parlé, elle dit il faut bien comprendre, bien analyser le texte, etc. Alors, la question que je me pose immédiatement, quand on est dans les lettres, en particulier si on est enseignant de littérature, par exemple, puisque vous avez traduit des littéraires, et en même temps, évidemment, chercheur, on écrit des textes sur ça. Et on sait, je ne sais pas quel qualificatif trouver, on sait la difficulté d'interpréter un texte ou de commencer à écrire sur un texte. C'est-à-dire avec toujours cette idée que les textes ne se suffisent pas, hein, qu'il faut les expliquer. Et donc, je me demandais justement, qu'est-ce que vous entendez quand vous dites, moi, en tant que traducteur, je suis obligé évidemment de lire, de relire le texte, c'est ce que je suppose que vous faites, mais en même temps, vous avez dit, il faut le comprendre. Et alors, je me dis, quelque chose qui est analysé à ça, quand vous dites il faut le comprendre, est-ce qu'il n'y a pas aussi une autre dimension qui pose de gros problèmes? C'est celui, disons, de la composition, de la forme, ou en général du style. Alors vous voyez, et comme vous le savez, l'un des gros problèmes que nous avons, nous, en tant qu'enseignants, surtout quand on va écrire, c'est le problème, par exemple, il y a un débat, disons, antérieur même à la lecture d'un texte, c'est d'avoir quand même déjà une idée de ce que c'est que le style. Par exemple, il y a des auteurs, pour moi, qui sont intraduisibles si on n'a pas détecté certaines formes. Oui, dans mon exemple sur le créole, j'ai dit que je me focusais sur le lexique. Ouais. Alors, j'avais omis les questions du style. J'en ai parlé un peu avec quand j'ai parlé des problèmes avec la syntaxe. Et naturellement, c'est ça, naturellement, il faut voir ce que c'est comme style. Mais Glissant parle du langage. Il dit que le poète ou l'écrivain doit trouver son propre langage pour justement qui est la forme pour exprimer ce qu'il veut dire. Et c'est ça, je ne dirais pas style, je dirais plutôt langage, mais c'est pas très important la différence. Et naturellement, moi, je fais aussi du langage, je me demande comment ce texte il est formaté, quoi. Comment il est fait, naturellement. Si vous voulez dire, si vous voulez, c'est aussi une interprétation. L'analyse, c'est une interprétation, naturellement. Et ce que je pense qui est vraiment très, très important aussi pour la traduction, c'est que on cherche les mots récurrents, parce que ce sont les motifs stylistiques qui sont très importants, surtout dans un texte comme chez Glissant qui a beaucoup d'oralité derrière. Alors, on cherche les mots récurrents, les mots... et ce sont les mots récurrents. Si on voit un texte comme une texture, comme une toile d'araignée qui est suspendue à ces mots récurrents et ces mots-clés, il faut naturellement, et c'est ça la structure et le style de toute l'œuvre, il faut naturellement traduire le mot. Par exemple, le mot toujours avec le même mot allemand. Alors, on trouve les mots clés. Et le mot clé, c'est vraiment, chez Glissant, c'est vraiment très, très important.
Et Walter Benjamin et aussi Berman dit ce mot-clé en allemand doit avoir la même valeur poétique que, par exemple, il parle de l'iconicité des mots, c'est-à-dire l'iconicité, c'est-à-dire quelle image ce mot peut faire jaillir. Et par exemple, le mot papillon, ouais, le papillonesque du papillon. Et c'est ça, là-dedans, c'est le travail du traducteur, de la traductrice. Alors, c'est vraiment de bien faire ressortir aussi dans la traduction les traits spécifiques, les caractéristiques de la forme, comme vous dites, du texte original. J'ajoute un petit point parce que c'est aussi quelque chose qui fait que la traduction peut avoir à faire avec la violence, c'est que ça c'est dans l'idéal, mais que souvent on n'y arrive pas. Hein. Et là, je me présente plutôt en praticienne, même si je ne pratique pas la traduction de manière régulière et que ce n'est pas mon métier, donc j'ai moins de compétences que Beate pour répondre à ça. C'est que malgré tout, même si on sait bien qu'idéalement on doit traduire toujours le même mot par un autre même mot, en réalité, on ne peut pas toujours le faire. Et donc, on est souvent en échec dans la traduction. Et la part de violence, elle est aussi pour la traductrice qui ne peut pas arriver à produire précisément cette équivalence. Et c'est pour ça que la machine, elle est aussi assez confortable parce qu'elle est marquée structurellement par une croyance, c'est que l'équivalence est possible. Alors qu'on se rend compte, quand on traduit soi-même, que cette équivalence, elle est impossible. Et donc on rate très souvent. Hein. Donc, on essaye de faire au mieux, mais on rate très souvent. Mais je voudrais demander, parce que Omaïma aussi, elle est traductrice. Et donc c'est de nous dire un peu son expérience, par exemple, par rapport à deux langues quand même assez différentes que sont le français et l'arabe. Est-ce qu'il y a aussi, joue cette question du mot pour mot j'aimerais bien qu'elle nous parle aussi un tout petit peu de son expérience. Oui, je suis traductrice débutante et je traduis surtout les sciences humaines et sociales. Et là, je ne peux pas dire que vers l'arabe, français vers l'arabe, oui, et de l'arabe vers le français aussi, mais je ne peux pas dire que pour chaque mot, il y a un équivalent. Puisque la langue est polysémique et les mots sont polysémiques, que ce soit en arabe ou en français. Et tout dépend du contexte et du contexte aussi de la phrase. Par exemple, dans un texte que j'avais traduit, il y avait le mot culture, thaqafa en arabe, mais à un moment donné, je n'ai pas pu traduire le mot thaqafa par culture, mais par civilisation. Parce que c'est un exemple. Oui, c'est le contexte général qui a fait qu'il faut choisir le mot civilisation. Voilà. Bon, un autre exemple, mais là, c'est vraiment de la littérature. J'avais participé à un atelier de traduction en Égypte. On avait travaillé sur des passages du roman d'Éric. Ce que je sais de toi, j'ai oublié le nom de l'auteur. Non, c'est pas Éric Fotorino. Éric Fotorino, c'est Territoire fragile. Et à un moment donné, en traduisant l'expression le bon Dieu, il y avait cette expression a créé vraiment polémique puisque les traducteurs n'ont pas tous le même référent religieux et culturel. Donc, cette expression de bon Dieu a vraiment créé un débat et nous a fait repenser l'aspect dialogique et pluriel du métier du traducteur. Donc, pour me suffire à ces deux exemples. Oui, alors merci pour cette rencontre très instructive. J'ai beaucoup appris. Alors, je voulais dire juste que, d'abord, un livre non traduit est un livre à moitié publié. Et donc, la traduction, c'est quelque chose d'essentiel.
Sans la traduction, on n'aurait pas découvert les bijoux de la littérature russe, par exemple. Sans la traduction, l'Occident n'aurait pas découvert la profondeur de la pensée arabe médiévale, par exemple. Et donc finalement, la traduction, ça reste quelque chose d'essentiel. Vous l'avez dit d'ailleurs, je le rappelle. Mais à la rencontre de l'IA, le problème se pose. Le premier problème, au-delà de la qualité dont vous avez parlé, a parlé Tiffany, il y a le problème déjà du genre. C'est-à-dire qu'au niveau du genre littéraire, je pense que ce n'est pas le même traitement. Hein. On peut facilement traduire un essai, peut-être, bon, je dis facilement de guillemets, un essai qu'un poème. La poésie, surtout la poésie, elle est intraduisible. Même des textes romanesques, celui de Khaireddin, par exemple, il est intraduisible. Parce que Khaireddin, il a un rythme, il a une cadence, il a un souffle particulier. Et donc la machine, au niveau de la sensibilité, il y a beaucoup de carences là-dessus. L'autre problème, c'est le côté culturel de la langue. Parce qu'une langue, ce n'est pas uniquement disons, un moyen de communication. Une langue, ça véhicule une culture. Je donne un exemple simple. Quand, par exemple, en France, quelqu'un vous rend service, vous donne un cadeau, vous dites « tu me réchauffes le cœur ». Alors, chez nous, en arabe, on dit « atlej tasadri ». C'est tout à fait le contraire. On passe de la chaleur au froid. Et donc, je n'imagine pas comment l'IA pourrait traduire ça. Un autre exemple, dernièrement, j'ai vu Antigone, la pièce filmée. Et bien sûr, au profit des élèves du secondaire, parce qu'elle est programmée, il y a une traduction en arabe en sous-titrage. Et puis, il y a le personnage de Créon, qui est le roi de Thèbes. Alors, comment il est traduit par la traduction automatique? On dit « qalam ». Crayon, imaginez. C'est le crayon, voilà. Oui. Et donc là, il y a un problème. Mais je pense que la traduction par intelligence artificielle générative, c'est quelque chose d'inévitable. Ça vient, ça nous sort comme ça à la figure d'un coup, mais je suis sûr que c'est le futur, que c'est l'avenir. Et au lieu d'adopter cette posture de rejet, je crois qu'il vaut mieux comprendre, rectifier, améliorer, mais pas rejeter, hein, parce que c'est inévitable. Voilà, merci. Je pense qu'on est vraiment, si on rejette absolument, on est déjà perdu parce que les gens ne vont pas nous prendre au sérieux. Mais je pense qu'il faudrait quand même avoir une certaine stratégie pour que la littérature reste. Et moi, je pense que, moi personnellement, j'essaie de faire ressortir la beauté d'un texte, la beauté de la littérature, ce qu'elle peut nous apporter et en même temps aussi ce que peut apporter la traduction. C'est la seule chose qui nous reste pour défendre cet petit espace qui reste encore pour la littérature et la poésie. Je voulais aussi dire quelque chose. Moi, je pense qu'il y a vraiment une grande différence entre les genres des textes, comme vous dites. Par exemple, si on a un texte d'essai, c'est déjà, quand moi je fais la traduction, je ne dois pas être aussi littéral. Il faut pas avoir, je pense que pour la traduction littéraire et poétique, il faut être plus littéral que pour les autres traductions. Moi, quand je traduis des textes des sciences humaines, j'emploie plutôt des tournures qui sont connues pour que aussi, surtout parce qu'il y a naturellement tout ce corpus des textes allemands de littérature, de cette littérature des sciences humaines. Et ouais.
Alors, mais pour le poétique, c'est autre chose. Merci pour votre commentaire. Je vais juste revenir sur un petit point, parce que je trouve très intéressant quand vous dites qu'il y a la différence entre ça me réchauffe le cœur et ça me fait froid. Bon. Précisément, ce type de formule, c'est des formules qui peuvent avoir des équivalences. Hein, et on le sait parce que c'est un des grands problèmes de la traductologie, c'est la traduction des proverbes. Comme il y a une forme d'universalité, non pas des proverbes en eux-mêmes littéralement, mais de leurs principes et de leur sagesse, eh bien, c'est ce qui active précisément la traduction par équivalence. Donc la machine est capable de le faire. Beaucoup plus que, même si justement c'est pas du tout la même chose. Et ce que recommandent par exemple paradoxalement certains traductologues qui refusent ce principe d'équivalence, c'est de traduire littéralement les proverbes des autres, justement pour être attentif à la rythmique et à la formulation de la sagesse par d'autres cultures, et qui nous permet finalement de détendre le spectre de nos images, de nos imaginaires. Et donc la traduction littérale, dans ce cas, est plutôt une sorte d'ouverture imaginaire que... Voilà. C'est-à-dire que si au lieu de dire, par exemple en français... c'est ce que recommande Berman à un moment. On traduit directement le proverbe, par exemple... si on refuse de traduire « il pleut des cordes » par « it rains ropes » et non pas « cats and dogs », alors on voit les imaginaires qui se croisent. Et je pense que entre l'arabe et le français, ça pourrait être intéressant aussi de faire comme ça. Oui, oui. Il y a une autre chose qui me vraiment... Personnellement, ça me fait peur véritablement. C'est alors l'intelligence artificielle comme aide, comme assistant de recherche. Et là, enfin, dans mon expérience, je pense que c'est tellement rapide, tellement puissant, et surtout on peut poser une série de questions, c'est infini. Et du coup, je me demande s'il n'y a pas quand même un danger d'être complètement éparpillé, disséminé, et surtout, quelquefois, d'avoir un impact. Parce que c'est vrai que les choses il y a des lapsus quelquefois, mais moi je suis persuadé que l'IA arrivera très bien à intégrer tous les idiomes. Ça, c'est pas un problème. C'est une affaire de mois, d'années, j'en sais rien, mais ils sauront traduire parfaitement certaines choses. Et donc, toute la question de la singularité ou de l'idiosyncrasie des écrivains et tout, c'est une des craintes qu'on aura un jour, je crois. Mais enfin, la question, c'est que comme assistant, ça peut être un problème. L'autre chose que je dois dire, c'est que quand même, il peut y avoir un autre rapport à la traduction. Moi, j'ai un livre, par exemple, que j'avais écrit en français, et je l'ai soumis à un éditeur aux États-Unis. Ils l'ont accepté, mais ils voulaient la traduction. Et j'ai eu la chance d'avoir un traducteur, c'est Tom Conley, de Harvard University. Et sa création était tellement extraordinaire. Ce que j'ai fait, moi, c'est que je lui ai dit, il faut mettre 2 auteurs. Ah non, non, il a refusé. Mais j'étais très sincère, parce qu'en lisant sa traduction, j'ai trouvé que c'était vraiment génial. Donc, je veux dire, il y a une vraie création. Parce qu'on a tendance à dire, est-ce qu'il faut retrouver comme s'il y avait une originale pure? Alors qu'en fait, le traducteur peut faire mieux. Voilà. Reda, c'est vraiment gentil de dire ça. Et je traduis aussi Dany Laferrière qui dit, quand il travaille son roman, quand il corrige et corrige et corrige, il polit. Il met une couche, chaque fois il met une couche dessus. Et que la traduction serait la dernière couche. C'est aussi très généreux. Voilà. Rassurant. Ouais.
Oui, ça rejoint aussi ce que disait monsieur sur un livre à moitié publié après Renan. Mais ce que vous, par rapport à l'assistant de recherche, etc., c'est vrai qu'on est obligé de revoir toutes nos pratiques avec l'intelligence artificielle générative, nos pratiques d'enseignement, de recherche. Bon, la traduction, c'est une pratique parmi d'autres qu'on a évoquées, mais il y a une nécessité, en effet, de repenser ces pratiques à la fois pragmatiquement, mais aussi éthiquement, politiquement, etc. Donc, sur l'enseignement, les enjeux sont quand même assez majeurs aussi. Hein. Il peut y avoir un vrai dialogue. C'est-à-dire, moi j'ai posé la question, est-ce que tu peux me dire ce que le professeur Benzmaya, c'est-à-dire moi-même, a fait sur telle question? Et j'ai été sidéré de voir, j'avais oublié beaucoup de choses que j'avais faites. Et l'IA le savait. Donc, c'est quand même troublant. Oui, merci beaucoup pour vos interventions. Alors, j'aimerais bien, si vous pouviez revenir, vous avez parlé à un moment, Tiffaine Samoyer, de la question du corps, du corps y compris de la langue, parce que il me semble qu'effectivement, c'est ça, enfin, en termes humains, qui est intéressant dans l'apprentissage de langue. Enfin, tout ce que vous avez dit donne plutôt envie, moi, je trouve, d'apprendre plein de langues différentes, et si possible, des langues très différentes, enfin, c'est-à-dire non latines, enfin, non proches, parce que c'est quand même une expérience d'un régime de vie, voilà. Moi, j'ai l'impression que la traduction automatique, artificielle, ce serait un peu une forme de régime sans sel ou de régime sans sucre de la langue. Or, quand on est gourmand de vie, de corps, d'expérience corporelle et mentale, on a envie de rencontrer quand même quelque chose. Et alors, comment on pourrait faire ça? Je ne sais pas, peut-être qu'on pourrait utiliser aussi l'intelligence artificielle pour apprendre différentes langues, enfin, se plonger dans une forme est-ce que ça facilite, alors, autre question inverse, est-ce que ça peut faciliter l'apprentissage d'autres langues? Alors effectivement, ça fait plaisir que vous disiez cela, parce que c'est un peu le message que j'avais envie de faire passer. Néanmoins, il est là aussi un peu utopique dans la mesure où c'est extrêmement long et difficile d'apprendre une langue. Et ça, c'est ce qui nous embête finalement. C'est ça qui fait qu'il y a un véritable enjeu. Parce que c'est tellement long et difficile que par rapport aussi à une vie humaine, bon, il y a des gens qui sont particulièrement doués, mais globalement, faire entrer une langue étrangère dans son corps, c'est difficile. Et cette difficulté-là, elle est en tel désaccord avec les rythmes de la vie contemporaine, et surtout la rapidité, qu'on préfère une mauvaise traduction faite très rapidement qu'une traduction correcte qui va mettre le temps de l'apprentissage, c'est-à-dire presque une vie. Et c'est tellement incommensurable. Je discute beaucoup parce que j'ai des collègues à l'INALCO, qui est l'Institut d'enseignement des langues orientales à Paris, donc des langues rares aussi. Et ils disent que ça fait déjà plusieurs années que leur métier est devenu absolument impossible, parce qu'une prof de chinois, elle dit c'est tellement difficile d'apprendre cette langue qu'on ne peut plus lutter. Alors quand ils veulent essayer quand même de faire des exercices, ils donnent des textes qui sont écrits à la main, ils sont obligés de régresser par rapport à leur propre pratique, parce qu'ils ne peuvent pas donner des textes qui ont été générés même par taper à la machine, parce que sinon ils sont immédiatement passés à la boulinette. Donc ils sont obligés d'utiliser des graphies qui sont maintenant d'ailleurs avec l'intelligence artificielle reconnaissables et traductibles. Donc même ça marche plus. Et donc c'est ça qui est difficile. Après, moi, j'ai l'air de dire quelque chose d'assez négatif, mais j'ai quand même un peu d'espoir, parce que je pense que les générations qui arrivent, elles vont avoir aussi envie de se révolter contre ça. Et donc, elles choisissent. Moi, j'ai vu, par exemple, et c'est tout nouveau de cette année,
un appétit de mes étudiantes et mes étudiants qui sont à peu près niveau Master 1. Hein, donc, ils ont 23 ans, à peu près, entre 22 et 25 ans. Pour le manuel, pour retrouver des formes de matérialité, donc de me rendre des espèces de fanzines qui sont découpées, qui sont des exemplaires uniques, etc. Un étudiant à qui je demandais ce qu'il allait faire après son M2, il me dit « je me suis inscrit en CAP menuiserie ». Enfin bref, il y a suffisamment de signes d'un désir de retour à la matérialité, donc à des formes de corporalité, etc., que je dirais c'est à la génération suivante aussi de voir comment elle veut réinvestir son corps, son monde dans cet univers dominé par l'intelligence artificielle. Et je dirais, j'aurais tendance à leur faire un peu confiance. Voilà. Oui, c'est aussi la question de la rencontre. C'est pas seulement intellectuelle, mais aussi corporelle, mais aussi d'un texte qui n'est pas lisible au premier abord. Ouais. C'est ça qui va nous manquer. C'est ça qui manquera. Aussi les petites différenciations entre lisibilité et l'illisible, entre les palimpsestes des textes, ce qui reste comme trace d'un texte ou de quelque chose qu'on n'a pas bien compris. Tout ça, c'est aboli avec la machine. Alors, je veux juste ajouter une petite note par rapport à la traduction dans la même langue. Il y a des écrivains qui se traduisent dans la même langue. Je prends par exemple Khatibi pour avoir travaillé sur ses manuscrits avec Madame Emina Alaoui. Khatibi, par exemple, au niveau de la critique génétique, c'est-à-dire le fait de suivre les manuscrits d'un écrivain, il se traduit dans la même langue. Ça veut dire qu'il y a un texte, puis un autre texte après, et puis un mot qui a été changé par un autre mot. Est-ce qu'on peut considérer ça aussi comme une traduction, mais dans la même langue ? C'est vrai que quand on regarde les pratiques de près, quand on regarde les pratiques de réécriture, les pratiques de traduction, elles ont un voisinage. Hein, il y a des ressemblances dans ce travail. Je dirais que c'est quand même important de conserver la spécificité quand on parle de traduction interlinguistique ou à la rigueur intersémiotique de différents langages. Même si, voilà, vous avez raison. Puis d'autant plus un écrivain bilingue comme Ratibi, il passe son temps à traduire. Hein. Donc la traduction, elle est aussi dans la plupart des corps qui ont plusieurs langues en eux. Hein. Donc pour Ratibi, ça me semble très clair. D'autant plus qu'il a écrit certains textes aussi avec voilà, forcément avec l'influence de l'arabe. Donc je crois qu'on a fait le tour d'horizon de la question qui nous a réunis cet après-midi. Je réitère mes remerciements à nos deux invités, Madame Tiffaine Samoyo et Madame Beate Thiel. Et vous nous avez rappelé que la traduction n'est pas un simple métier, mais aussi une manière d'être au monde, ou pour reprendre une belle expression qu'avait dit monsieur, c'est un régime de vie. Je vous remercie chaleureusement d'avoir suivi ce débat jusqu'au bout. Le Maroc, les deux organisateurs, et j'ai beaucoup profité de ces rencontres, pratiquement de toutes les rencontres qu'on a eues, et c'est vraiment un travail. La sélection des gens qui ont
qui étaient sur le podium. C'est vraiment génial, il faut le dire. Je suis d'accord. Et d'ailleurs, on regrettait de ne pas être au débat qui était dans les autres salles. C'est comme ça. Merci.